Je remontais l'allée de notre petite maison en banlieue parisienne, ma valise à roulettes cahotant derrière moi sur les pavés irréguliers. La lumière du porche s'alluma soudain, projetant une lueur chaleureuse sur la façade modeste, typique de ces quartiers calmes où les familles s'installent pour fuir le tumulte de la capitale. Mon corps me faisait mal après ce long vol depuis Marseille, où j'avais passé la semaine pour affaires, mais un sourire se dessinait sur mes lèvres. J'avais hâte de surprendre Valérie et les enfants. En fouillant dans ma poche pour attraper mes clés, j'aperçus un mouvement à travers la vitre de la cuisine. Valérie était là, dos tourné, penchée sur l'évier. Parfait, je pourrais entrer en douce et lui faire une vraie surprise, comme dans ces comédies romantiques françaises où l'on aime les retrouvailles inattendues. J'ouvris la porte d'entrée avec précaution, grimaçant au léger grincement des gonds. Ces vieilles maisons des Yvelines ont leur charme, mais aussi leurs caprices. J'enlevai mes chaussures, un réflexe bien français pour ne pas salir les carreaux, et je me glissai silencieusement dans le couloir vers la cuisine. La voix de Valérie s'éleva, basse mais intense, « Ne lui dis pas qu'il n'est pas ton père avant que tu aies fini tes études. Ensuite, on s'en sortira sans lui. » Je me figeai, la main sur le chambranle. J'avais sûrement mal entendu. Mais alors, la voix morose d'Étienne répondit, « Pourquoi attendre aussi longtemps? Il mérite de savoir la vérité. » Parce qu'on a besoin de lui pour l'instant, siffla Valérie. Une fois que tu auras ton diplôme, on sera tranquille. Pour le moment, tais-toi. Mes jambes flageolèrent. Je reculai en trébuchant, manquant de renverser le porte-manteau où pendaient nos écharpes et nos parapluies, indispensables pour les pluies imprévisibles de la région. Ça ne pouvait pas arriver, pas à moi, pas à nous. Je ne me souviens pas d'être sorti de la maison ni d'être monté en voiture. La minute d'après, je roulais sans but dans les rues sombres de notre quartier, les jointures blanchies sur le volant. Depuis combien de temps Valérie me mentait-elle? Étienne et Zoé n'étaient-ils vraiment pas les miens? Mon esprit bouillonnait, revivant des instants qui prenaient maintenant un sens sinistre, les appels chuchotés au téléphone, les dépenses inexpliquées sur notre carte bleue, la distance croissante d'Étienne ces derniers mois, comme s'il évitait les dîners familiaux autour d'une bonne baguette et d'un fromage du marché. Je roulais des heures, tournant en rond dans les mêmes avenues bordées de platanes, comme si je pouvais remonter le temps, effacer cette nuit comme on efface une ardoise dans un bistrot. À l'aube, je me retrouvais garé devant la maison. Je savais que je devais entrer et affronter ce qui suivrait, mais pour un instant encore, je me permis de faire semblant que tout allait bien. Prenant une profonde inspiration, je sortis de la voiture et rentrai dans ma vie, ou ce qu'il en restait. Le lendemain matin, je suivis la routine habituelle, douche, rasage, costume pour le bureau, comme si rien n'avait changé, comme si mon monde n'avait pas explosé. En descendant, Valérie était au fourneau, préparant des crêpes, une tradition du dimanche qu'on avait adoptée pour les enfants, avec du sucre et de la confiture maison. Elle leva les yeux en me voyant, une ombre traversant son visage avant qu'elle ne sourit largement. « Tu es rentré. Je ne t'ai pas entendu hier soir. » Je forçai un sourire. « Arrivé tard, je n'ai pas voulu vous réveiller. » Elle hocha la tête, se retournant vers la plaque. J'observai son profil, cherchant un signe de culpabilité, mais elle arborait ce masque de sérénité domestique, comme une actrice dans un film de Truffaut. Étienne entra d'un pas traînant, marmonnant un bonjour à peine audible avant de s'affaler sur sa chaise, les yeux rivés sur son portable, les pouces volant sur l'écran. Je me demandais quel secret cachait ces messages. Zoé arriva la dernière, son entrain habituel atténué, elle chipota dans son assiette, poussant des morceaux de crêpes sans les manger. « Tout va bien, ma chérie ?» demandai-je, essayant de garder une voix stable. Elle haussa les épaules, évitant mon regard. « Juste fatigué. » Le silence s'étira, seulement brisé par le raclement des fourchettes. J'avais l'impression de me noyer dans les non-dits qui planaient comme un brouillard parisien. Enfin, je n'en pus plus. Je me levai brusquement, ma chaise grinçant sur le sol. « J'ai une réunion tôt, je dois y aller. » Valérie leva les yeux, surprise. « Mais tu viens de rentrer. Je pensais qu'on pourrait passer du temps ensemble aujourd'hui. » L'ironie de ces mots me frappa comme un coup. J'avalai difficilement, retenant l'amertume de la trahison. « Désolé, ce projet est crucial. Peut-être ce week-end. » J'attrapai ma sacoche et filai vers la porte, fuyant cette atmosphère étouffante de mensonges, comme si j'échappais à un café bondé lors d'une grève. En sortant de l'allée, je vis Valérie m'observer par la fenêtre. Un instant, je crus voir une lueur de peur dans ses yeux. Bien, elle avait raison d'avoir peur, car d'une façon ou d'une autre, j'allais découvrir la vérité. La matinée au bureau fut un brouillard,
je faisais les gestes sans m'engager vraiment. À l'heure du déjeuner, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de parler à quelqu'un pour m'assurer que je ne devenais pas fou. Je trouvais Damien dans la salle de pause, réchauffant un tagine odorant. Il avait cette habitude marocaine qu'il avait ramenée de ses vacances à Marrakech. En voyant mon visage, son air jovial s'effaça. Mon vieux, tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe? Je jetai un œil autour pour m'assurer qu'on était seul, puis, à voix basse, je déballai tout, la conversation surprise, les comportements suspects, la réalisation nauséeuse que ma vie entière reposait peut-être sur un mensonge. Damien écouta sans interrompre, le front plissé d'inquiétude. Quand j'eus fini, il siffla longuement. Merde, Marc. Je sais même pas quoi dire. Je me sentais perdu. Qu'est-ce que je fais, Damien? Comment je gère ça? Il réfléchit un moment. Avant de faire quoi que ce soit de radical, assure-toi d'avoir des preuves. J'ai une cousine qui est détective privée, discrète et efficace. Laisse-moi l'appeler. J'acquiesçai, m'accrochant à cette bouée. Ouais, d'accord. Merci, mon pote. Damien me tapa sur l'épaule. On va régler ça, frangin. Quoi qu'il arrive, je te couvre. En retournant à mon bureau, je sentis une petite étincelle d'espoir. Au moins, je n'étais pas seul dans ce cauchemar. La semaine suivante fut un enfer. Chaque instant à la maison ressemblait à un champ de mines. J'analysais chaque interaction, cherchant des sens cachés dans les remarques les plus anodines. Valérie semblait nerveuse, consultant constamment son téléphone et prenant des appels à voix basse dans une autre pièce coordonnée d'elle avec son amant, planifiant son prochain coup. L'attitude maussade d'Étienne virait à l'hostilité ouverte. Il rentrait tard sans explication, claquant les portes et se disputant avec Valérie à tout bout de champ. Était-ce à cause du secret qui le rongeait, ou juste une rébellion adolescente typique, comme ces jeunes qui traînent sur les quais de Seine en fumant des clopes? Zoé, ma douce petite fille, se repliait sur elle-même jour après jour. Elle passait la plupart de son temps cloîtrée dans sa chambre, n'émergeant que pour les repas. Quand elle nous rejoignait, elle était silencieuse, une ombre de sa joie habituelle, comme si elle avait perdu ce rire contagieux qui emplissait la maison lors des pique-niques au parc de Sceaux. J'étouffais, noyé dans la suspicion et la douleur, mais je savais que je devais tenir bon jusqu'à avoir des preuves, dans un sens ou dans l'autre. La cousine de Damien, Maëlle, la détective, travailla vite et bien. En quelques jours, elle dénicha une série d'irrégularités financières qui me glacèrent le sang. Des paiements réguliers à l'hôtel du Louvre, rapporta-t-elle d'une voix neutre. Toujours le 3e jeudi du mois, et de grosses sommes transférées sur un compte au nom de D. Laurent, tous les quelques mois. D. Laurent, ce nom me titillait, mais je n'arrivais pas à le situer. Tu peux en savoir plus sur ce Laurent, demandai-je, la voix rauque. Maëlle acquiesça. Déjà sur le coup. Je devrais avoir des infos d'ici 1 ou 2 jours. Fidèle à sa parole, Maëlle me rappela 48 heures plus tard avec une adresse et un emploi du temps. Derek Laurent, mon ancien coloc de fac, travaillait dans une agence de pub au cœur de Paris, et chaque jeudi à 13 heures, il avait un déjeuner fixe dans un café à 2 rues de son bureau. Je savais ce que j'avais à faire. Ce jeudi-là, je dis à Valérie que j'avais un rendez-vous client pour le déjeuner, un mensonge de plus dans la pile qui étouffait notre mariage, comme ces secrets accumulés dans un roman de Balzac. Je me garai en face du café, les paumes moites sur le volant. À 12h55, je vis la voiture de Valérie arriver. Elle descendit, lissant sa jupe et vérifiant son reflet dans la vitre. Mon estomac se noua en la voyant entrer. 5 minutes plus tard, Derek apparut, ajustant sa cravate avant de la suivre. Je mourais d'envie de débouler pour les confronter, mais je me forçais à attendre, à recueillir plus de preuves. Après une heure interminable, ils sortirent. La main de Derek sur le bas du dos de Valérie, puis un baiser, pas une bise amicale, mais un baiser langoureux, intime, qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Ce fut comme un coup de poing au ventre. Le voir de mes yeux rendait ça réel, plus que toutes les suspicions. Je ne me souviens pas d'être rentré. La minute d'après, j'étais dans la cuisine, fixant les photos de famille sur le frigo, des sourires figés, moqueurs dans leur fausseté heureuse. Quand Valérie entra, fredonnant doucement, quelque chose en moi céda. Bon déjeuner, demandai-je, la voix dégoulinante de sarcasme. Elle sursauta, manquant lâcher son sac. Quoi? Oh, oui, c'était bien. Vraiment? Parce que de là où j'étais, ça avait l'air bien cosy entre toi et Derek. Son visage blêmit.
Marc, je peux expliquer. Expliquer quoi? Criai-je, perdant enfin le contrôle. Expliquer comment tu baises mon meilleur ami depuis Dieu sait quand? Expliquer comment tu me mens tous les jours? Expliquer comment ces gosses à l'étage ne sont peut-être pas les miens? Les yeux de Valérie s'écarquillèrent de choc, puis s'empirent de larmes. Comment tu as su? Peu importe, crachai-je. C'est vrai, hein? Depuis combien de temps, Valérie? Elle s'effondra sur une chaise, les épaules secouées de sanglots. 16 ans, murmura-t-elle. Depuis avant la naissance d'Étienne. La confirmation me frappa comme un uppercut. Je titubais, m'accrochant au comptoir. C'est vrai. Ils ne sont pas à moi. Valérie leva les yeux, son mascara coulant. Je suis tellement désolé, Marc. Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça. Je t'aime, vraiment. C'est devenu si compliqué, je ne savais pas comment réparer. Je ris amèrement. Tu m'aimes? Drôle de façon de le montrer. Je me détournai, incapable de la regarder. Mon regard tomba sur un portrait de famille de Noël dernier, mon bras autour de Valérie, Étienne et Zoé en plus assortis. Si tout était un mensonge. À cet instant, je sus que je ne pouvais pas rester. Je montai en trombe, attrapai un sac de sport et y jetai des vêtements. Valérie me suivit, suppliante. Arrête, parlons-en. Y a plus rien à dire, grognai-je en fermant le sac. En descendant, Étienne et Zoé apparurent dans le couloir, attirés par le bruit, leurs visages mêlés de confusion et de peur. Papa, murmura Zoé d'une voix incertaine, qu'est-ce qui se passe? Je la regardais vraiment, cherchant une ressemblance avec moi. Comment n'avais-je jamais remarqué à quel point elle ressemblait à Derek? Demandez à votre mère, dis-je, la voix brisée. Elle a une sacrée histoire à vous raconter. Je l'ai bousculée pour sortir, ignorant les sanglots de Valérie et les cris confus des enfants. Je jetai le sac dans la voiture et démarrai en trombe, désespéré de m'éloigner des ruines de ma vie. J'atterris dans un motel bon marché à la périphérie de la ville, fixant le plafond taché d'humidité en me demandant ce que j'allais faire. Les jours suivants furent un flot de colère, de chagrin et de trop de whisky, ce genre de whisky bon marché qu'on boit seul dans une chambre anonyme, comme un personnage de Modiano perdu dans Paris. J'appelais pour dire que j'étais malade au boulot, incapable de feindre la normalité. Au 3e jour, je me traînais sous la douche. L'eau chaude martelant ma peau, je tentais d'assembler un plan. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. D'abord, un logement, une recherche rapide en ligne me mena à un petit appartement meublé près de mon bureau, pas grand-chose mais suffisant, avec vue sur une cour intérieure comme dans ces immeubles haussmanniens recyclés. Ensuite, j'appelai Elena Reyes, une avocate en divorce recommandée par Damien. Sa voix était chaleureuse mais directe. Vu les circonstances, on peut viser un accord favorable, dit-elle. Mais je ne vous mens pas, Marc, la garde est compliquée. Légalement, vous êtes présumé père puisque marié à la naissance, mais un test de paternité pourrait tout changer. Je fermai les yeux, luttant contre une nouvelle vague de douleur. Je sais même pas si je veux la garde, admis-je. Ils ne sont pas, à moi. La voix d'Elena s'adoucit. La biologie n'est pas tout, Marc. Vous les avez élevés 15 ans. Ça compte, légalement et émotionnellement. Prenez le temps de réfléchir. Après l'appel, j'appelai la banque pour geler nos comptes joints. Ça semblait mesquin, mais je ne supportais pas l'idée que Valérie utilise notre argent pour son aventure. Avec les urgences gérées, je me tournai vers le travail. J'avais ignoré mes mails et messages, mais je ne pouvais plus reporter. En défilant mon inbox, un message de Victoria Camp attira mon attention, sujet, projet cybersécurité IA réunion générale. Le PDG voulait une réunion pour discuter des avancées sur notre logiciel de sécurité piloté par IA. C'était la distraction idéale. Les semaines suivantes, je me plongeais dans le projet avec une intensité monomaniaque. Je faisais des heures folles, dormant souvent sur le canapé du bureau plutôt que de rentrer dans l'appartement vide. Ma détermination ne passa pas inaperçue. Victoria commença à passer plus souvent à mon bureau, demandant des mises à jour et proposant des idées. Je sentais son regard évaluateur, pesant mon potentiel. Une nuit, alors que je scrutais des lignes de code, elle apparut à la porte. « Marc, il est presque minuit. Tu ne rentres jamais chez toi ?» Je levai les yeux, clignant pour chasser le flou. Perdu la notion du temps. Elle m'étudia, puis entra et ferma la porte. « Tout va bien ?
Tu sembles intense ces temps-ci. Un instant, je pensais balayer d'un vague rassurement, mais son expression une vraie inquiétude me fit hésiter. Pas vraiment, admis-je. Ma vie perso explose. Le boulot est la seule chose qui me garde sain d'esprit. Victoria hocha la tête, son expression s'adoucissant. J'ai connu ça. Ne te crame pas, d'accord? Ce projet est important, mais pas au prix de ta santé. En partant, elle s'arrêta. Si tu as besoin de parler, ma porte est ouverte. Je souris faiblement. Merci, Victoria. J'apprécie. Après son départ, je me renfonçai dans ma chaise, sentant une partie de la tension s'évaporer. Ce n'était pas grand-chose, mais savoir que quelqu'un s'inquiétait faisait du bien, même si c'était ma bosse. Le lendemain, je rencontrai Elena pour discuter du dépôt de divorce initial. Alors qu'elle exposait la stratégie, une bouffée de colère m'envahit. Je veux la clouer au mur, grognai-je. Prendre tout? Les yeux d'Elena se plissèrent. Tu es sûr? Une fois qu'on passe à l'offensive totale, y a pas de retour, et les enfants seront pris entre deux feux. Ces mots me douchèrent comme une averse parisienne. Les enfants. Dans ma douleur, je les avais presque oubliés. Quel dommage une bataille judiciaire vicieuse leur causerait-elle? Tu as raison, concédai-je, me dégonflant. Je suis furieux, mais les gosses méritent pas ça. Elena acquiesça. C'est normal de vouloir vengeance, Marc, mais d'expérience, ça apporte rarement la paix. Concentrons-nous sur tes intérêts et minimisons le trauma pour tous. En sortant de son bureau, je tentais de me replonger dans le projet tech, mais ma concentration fuyait. Les lignes de code se brouillaient tandis que mes pensées déviaient vers mes enfants car malgré tout, c'est ainsi que je les voyais. Il était tard quand Damien frappa à ma porte, le visage marqué d'inquiétude. « Eh, mon vieux, tu as une minute ?» J'acquiesçai, content de la diversion. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésita. « Je m'inquiète pour toi. Tu bosses non-stop, tu dors ici. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» J'ouvris la bouche pour protester, mais je réalisai que je ne m'en souvenais pas. Damien vit ma prise de conscience et insista. « Je comprends que tu veuilles t'occuper l'esprit, mais c'est pas ça. Je pense que tu devrais parler à quelqu'un. » Je te parle, non, tentai-je de plaisanter, mais ça tomba à plat. Damien secoua la tête. Un pro. Ma sœur voit une psy, docteur Amélie Chen. Elle est top. Appelle-la. Une partie de moi voulait refuser, affirmer que j'allais bien, mais le regard soucieux de mon ami brisa mes défenses. Ok, dis-je doucement. J'y penserai. Cette nuit-là, en me tournant sur le canapé bosselé du bureau, je ne pus chasser le sentiment que tout m'échappait, mon mariage, mes enfants, mon identité. Tout se défaisait, et je ne savais pas comment l'arrêter. À l'aube, je pris une décision. J'attrapai mon téléphone et composai le numéro de Damien. Cabinet du docteur Chen, répondit une voix joyeuse. Je respirai profondément. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous. C'était un petit pas, mais le premier positif depuis des semaines. En raccrochant, je vis mon reflet dans l'écran noir de l'ordinateur, un homme fatigué, hanté, mais avec une lueur dans les yeux de l'espoir, peut-être, ou au moins le désir d'en trouver. Je me remis au travail, les lignes de code redevenant nettes. La route était longue, mais pour la première fois depuis cette nuit fatidique, je sentais que je pourrais m'en sortir. Le projet tech continua à dévorer mes jours et nuits, devenant mon obsession et mon refuge. Je déversais toute mon énergie dans le perfectionnement des algorithmes, repoussant les limites de notre logiciel de cybersécurité. C'était plus facile de lutter avec du code qu'avec les émotions emmêlées qui m'attendaient dehors. L'intérêt de Victoria pour le projet et pour moi semblait croître. Elle rejoignait plus souvent nos réunions d'équipe, offrant des insights et chalanguant nos idées. J'attendais avec impatience ces interactions, reconnaissant pour la stimulation intellectuelle et la brève échappatoire à mon tumulte personnel. Un soir, en revoyant les derniers résultats de test, Victoria se pencha près de moi, les yeux brillants d'excitation. C'est du travail révolutionnaire, Marc. Si on y arrive, ça pourrait transformer toute l'industrie. Je sentis une bouffée de fierté, suivie d'un pincement de culpabilité. Devais-je ressentir de l'accomplissement alors que ma vie perso était en miettes? Comme si elle lisait dans mes pensées, l'expression de Victoria s'adoucit. Tu devrais être fier, surtout avec tout le reste. Je la regardai, surpris. Tu sais? Elle hocha la tête, un peu embarrassée. Ragot de bureau.
Désolé, j'aurais pas dû en parler. Non, c'est ok, dis-je, réalisant que je le pensais. C'est même agréable de pas faire semblant que tout va bien. Victoria hésita, puis posa une main sur mon bras. La chaleur de son toucher m'électrisa, réveillant des sentiments que je croyais enterrés sous des couches de douleur. Un instant, je fus tenté de me rapprocher, de chercher du réconfort dans son regard compréhensif. Mais la réalité me rattrapa. Je reculai, me raclant la gorge. Merci, mais je devrais y aller. Il est tard. En rangeant mes affaires, je sentis ses yeux sur moi, l'air crépitait de possibilités non dites et de complications potentielles. Je n'étais pas prêt. Le matin suivant, ma première séance avec le docteur Chen. Son cabinet était accueillant, avec une lumière douce et des fauteuils confortables, un peu comme ces salons de thé parisiens où l'on se confie entre amis. En m'enfonçant dans le siège en face d'elle, je sentis une partie de la tension s'envoler. Alors, Marc, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, dites-moi ce qui vous amène. Un moment, je ne sus pas où commencer, comment résumer les décombres de ma vie en quelques phrases. Mais une fois lancés, les mots jaillirent, la trahison, la colère, le poids écrasant de perdre tout ce que je croyais savoir. Le docteur Chen écouta attentivement, hochant la tête et posant des questions incisives. Quand je me tus enfin, elle se pencha, les yeux pleins de compassion. C'est une immense douleur et un bouleversement que vous vivez. Pas étonnant que vous luttiez. Mais sachez que ce que vous ressentez, colère, deuil, confusion, est normal. Vous traversez une perte profonde, et ça prendra du temps à digérer. J'acquiesçai, une boule dans la gorge. Je sais plus qui je suis. Si je suis plus un mari, plus un père, qu'est-ce qui reste? La voix du docteur Chen resta douce mais ferme. Vous êtes encore tout ça, Marc. Votre mariage se termine peut-être, mais ça n'efface pas les années passées en mari aimant. Et biologiquement ou pas, vous avez été un père pour ces enfants 15 ans. Ce lien ne disparaît pas du jour au lendemain. Ces mots me heurtèrent, me forçant à affronter la complexité de mes émotions. Autant je voulais haïr Valérie, couper les ponts avec cette famille qui m'avait trahi, autant je ne pouvais nier l'amour que je portais encore à Étienne et Zoé. Mais comment les affronter? Murmurai-je. Comment les regarder sans voir le mensonge? Ça prendra du temps, reconnut le docteur Chen. Mais rappelez-vous, ces enfants sont aussi des victimes. Ils n'ont rien demandé. En travaillant sur votre douleur, gardez ça en tête. En sortant de son cabinet, je me sentis à vif, exposé, mais aussi plus léger. Pour la première fois depuis cette nuit, je me permis de ressentir pleinement mon deuil, pas juste la colère, mais la tristesse profonde de perdre une vie que je croyais mienne. Ce soir-là, seul dans mon appartement spartiate, je me surpris à regarder de vieilles photos de famille sur mon téléphone, le premier match de foot d'Étienne, le récital de danse de Zoé, des moments si simples et purs alors, maintenant ternis par la tromperie de Valérie. Mais en étudiant leur visage, le sourire déterminé d'Étienne tenant sa batte, l'expression joyeuse de Zoé tournoyant sur scène, je réalisai que le docteur Chen avait raison. Quoi qu'il se soit passé, mon amour pour eux était réel. Et peut-être, juste peut-être, ça valait la peine de se battre pour ça. D'une main tremblante, je composai le numéro de Valérie. Ça sonna plusieurs fois avant le répondeur. Je respirai profondément. Valérie, c'est moi. Je pense qu'on doit parler des enfants. Rappelle-moi quand tu peux. En raccrochant, un mélange d'anxiété et de résolution m'envahit. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait, mais je ne pouvais plus fuir. Il était temps d'affronter ça de front, pour le meilleur ou pour le pire. Le chemin serait difficile, rempli de batailles légales, de champs de mines émotionnelles et de confrontations douloureuses. Mais en m'endormant ce soir-là, je sentis une petite étincelle d'espoir dans ma poitrine. Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de traverser ça pour moi, et pour les enfants que je considérais toujours comme les miens. Le vent hivernal hurlait dehors ma fenêtre, reflétant la tempête intérieure. 6 mois avaient passé depuis cette nuit où mon monde avait implosé, mais la douleur semblait aussi fraîche qu'une plaie ouverte. Debout devant la vitre givrée, je regardais les gros flocons tourbillonner sous les lampadaires, me sentant aussi froid et isolé que les arbres nus bordant les trottoirs. Mon téléphone vibrait avec insistance sur la table de nuit. Je l'ignorais, devinant que c'était Elena avec une mise à jour sur les procédures de divorce de plus en plus laides. Valérie se battait bec et ongles pour la pension et la garde, comme si elle avait le droit d'exiger quoi que ce soit après sa trahison. Le téléphone se tut, puis recommença. Avec un soupir, je m'approchai et regardai l'écran. Ce n'était pas Elena, mais l'école d'Étienne.
Mon estomac se serra en répondant. Monsieur Ollier, c'est le principal Simons. Il y a eu un incident avec Étienne. Mon fils non, pas mon fils, me rappelai-je amèrement s'était battu, suspendu une semaine. Tandis que le principal débitait sur les politiques de tolérance zéro, mon esprit vagabonda. La dernière fois que j'avais vu Étienne, son visage était un masque de colère et de douleur, m'accusant d'abandonner la famille. S'il savait la vérité. Je marmonnais des promesses de corriger son comportement et raccroché, me sentant perdu. Comment discipliner un enfant sur lequel je n'avais aucun droit réel? Avant de sombrer plus bas, mon téléphone bipa avec un message de la conseillère de Zoé. Mon cœur chuta en lisant, les notes de Zoé chutaient drastiquement, elle était référée pour un dépistage de dépression. La conseillère voulait une réunion sur les problèmes familiaux en cours. Je m'assis au bord du lit, la tête dans les mains. Comment tout s'était effondré si vite? Je me disais que je protégeais les enfants en m'éloignant, mais clairement, ils souffraient autant que moi. Une notification sur mon ordinateur me rappela le grand test logiciel prévu aujourd'hui. Avec un effort herculéen, je repoussai les pensées des enfants et me concentrai sur le travail. Le projet de cybersécurité IA était devenu ma bouée ces mois-ci, le seul domaine où je gardais un semblant de contrôle. Des heures plus tard, je restais assis, stupéfait, tandis que les alarmes hurlaient dans le bureau. Le test avait viré au désastre, frôlant une compromission totale du réseau. Comment avais-je raté une faille si flagrante? Le visage de Victoria Khan était orageux en entrant dans mon bureau, claquant la porte. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc? Demanda-t-elle. Tu imagines à quel point on a frôlé la catastrophe? Je balbutiai des explications et excuses, mais elle me coupa d'un geste. J'en veux pas. Tu es distrait et négligent depuis des mois. Je t'ai laissé du mot à cause de ta situation perso, mais c'est inacceptable. Si tu peux pas te remettre dans le jeu, je te vire du projet. Elle sortit en trombe, me laissant abasourdi. La seule chose sur laquelle je comptais mon travail s'effritait aussi. Ce soir-là, dans le cabinet du docteur Chen, je me sentis vaincu en recomptant les désastres du jour. Elle écouta avec son calme habituel. On dirait que tu atteins un point de rupture, Marc, dit-elle doucement. Tu es si focalisé sur ta colère que tu perds de vue l'ensemble. Tes actions, compréhensibles, blessent non seulement toi, mais les enfants aussi. Je me hérissai d'abord, voulant arguer que c'était Valérie qui les blessait, mais ces mots s'infiltrèrent. Ton identité de père n'est pas seulement biologique, me rappela-t-elle. Ces enfants te voient toujours comme leur papa, ADN ou pas. En les repoussant, tu confirmes leur pire peur d'abandon. Les larmes me piquèrent les yeux tandis que le poids de mes choix me frappait. Mais comment les affronter après tout ça, murmurai-je. Le docteur Chen se pencha, intense. En rappelant que l'amour transcende la biologie. En étant le père dont ils ont besoin, même quand c'est dur. Ce sera pas facile, mais c'est nécessaire pour leur guérison et la tienne. En sortant, mon téléphone sonna. C'était Monsieur Rodriguez, conseiller d'Étienne. Mon cœur battit en entendant qu'Étienne avait été pris avec de la drogue. Je m'inquiète pour la situation familiale, dit-il prudemment. Une thérapie familiale pourrait aider. Vous êtes ouvert? J'hésitais, les mots du docteur Chen résonnant. Puis, inspirant profondément, je pris une décision qui changea tout. Oui, dis-je fermement. Organisez ça. Et j'aimerais voir les enfants au plus vite. En raccrochant, un mélange de terreur et d'espoir m'envahit. Je ne savais pas ce qui suivrait, mais une chose était sûre, je ne pouvais plus fuir mon rôle de père, si compliqué soit-il. Je faisais les 100 pas dans la salle de visite stérile, les paumes moites, attendant Étienne et Zoé. Des mois sans les voir, que penserait-il? Voudrait-il seulement me voir? La porte s'ouvrit, et mon souffle se bloqua. Étienne entra d'un pas traînant, le visage masqué de colère boudeuse. Zoé suivit, ses yeux balayant la pièce avant de se poser sur moi. Elle semblait si petite, si fragile. Salut les enfants, dis-je doucement, résistant à l'envie de les serrer. Vous m'avez manqué. Étienne ricana. Ouais, c'est pour ça que tu nous as laissés. Ces mots piquèrent, mais je restai calme. Je sais que tu es en colère, Étienne. Tu as raison. Mais sachez que je n'ai jamais arrêté de vous aimer, ni l'un ni l'autre. La lèvre inférieure de Zoé trembla, elle fit un pas hésitant vers moi. Mais avant qu'elle parle, la porte s'ouvrit violemment. Valérie déboula, le visage rouge de rage. Qu'est-ce que tu fous là?
Siffla TL. Tu as aucun droit. La pièce explosa en chaos, Valérie hurlait des accusations, Étienne criait en retour, Zoé fondit en larmes. Je restais figé, submergé par les émotions tourbillonnantes. Enfin, un superviseur judiciaire intervint, évacuant Valérie et terminant la visite. Tandis que les enfants étaient emmenés, Zoé se tourna vers moi, ses yeux emplis de désir et de confusion, me brisant le cœur. Je sortis en titubant, la tête tournant. Comment tout avait dégénéré ainsi? En fouillant pour mes clés, une voix familière m'appela. Marc, on peut parler? Je me tournai, Derek Laurent, mon ex-meilleur ami et père biologique des enfants, se tenait mal à l'aise. Mon premier réflexe fut de l'envoyer balader, mais son expression me retint. Qu'est-ce que tu veux, Derek? Demandai-je, las. Il semblait vraiment affligé. M'excuser. Et essayer de réparer, si possible. Contre mon bon sens, j'acceptai de l'écouter autour d'un café. Assis dans un dîner proche, Derek déversa une histoire qui me laissa abasourdi. Valérie m'a dit que tu étais violent, murmura-t-il. Que les gosses étaient pas en sécurité. J'ai cru, bon Dieu, Marc, j'ai cru que je les protégeais. J'ignorais qu'elle mentait sur tout. J'écoutais en silence stupéfait tandis qu'il expliquait comment Valérie l'avait manipulé des années, jouant sur ses sentiments et son souci pour les enfants. Ça excuse pas ce que j'ai fait, conclut-il, les yeux suppliants. Mais je veux réparer. Je témoignerai sur les manipulations de Valérie, dirai tout au tribunal. Peut-être que ça aidera ton dossier. Une partie de moi voulait sauter sur l'offre, utiliser son témoignage pour détruire Valérie. Mais un doute me retint. Je le remerciai pour son honnêteté et dis que j'y réfléchirais. Le lendemain, je rencontrai Elena pour discuter de l'offre de Derek. Son expression était réservée. Ça pourrait booster ton cas, admit-elle. Mais Marc, pense à l'impact sur les enfants. Traîner tout ça au tribunal, exposer plus de secrets familiaux, ça pourrait être traumatique. J'acquiesçai, sentant le poids de la responsabilité. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Les yeux d'Elena s'adoucirent. Honnêtement, concentre-toi sur reconstruire avec Étienne et Zoé. C'est ce qui compte à long terme. En sortant, mon téléphone vibra avec un message d'un vieil ami, m'accusant d'être émotionnellement abusif et négligent. Ce n'était pas le premier, je découvris vite que Valérie répandait sa version dans notre cercle social. Plusieurs amis de longue date m'avaient coupé, croyant ces mensonges. L'isolement s'approfondit, me laissant plus seul que jamais. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me retrouvai vers 2 heures à rouler devant l'ancienne maison, attiré par une impulsion masochiste. En passant lentement, je vis Valérie par la fenêtre du salon, pleurant en feuilletant ce qui semblait être de vieux albums photos. Un mouvement attira mon œil, Étienne sortait en douce. Sans réfléchir, je le suivis discrètement jusqu'à ce qu'il rejoigne des ados plus âgés vers un entrepôt abandonné en périphérie. Mon cœur battait en les voyant entrer. Chaque instinct criait d'appeler la police, de rester en sécurité dans la voiture. Mais l'idée d'Étienne en danger l'emporta. Je m'approchai furtivement. Par une fenêtre craquelée, j'entendis des voix étouffées et vis le fliquer d'un briquet. Un deal de drogue, clairement. Oubliant biologie, trahison, complications, je ne vis que mon fils en péril. Je burstai la porte, criant « Étienne ». Les autres s'éparpillèrent comme des cafards, laissant Étienne seul, le visage choqué et effrayé. « Papa » murmura-t-il, la voix brisée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et comme ça, le barrage céda. Étienne s'effondra dans mes bras, sanglotant toute la douleur et confusion des mois passés. Je le serrai fort, mes larmes coulant tandis que je murmurais réconfort et amour. On parla des heures cette nuit, assis dans la voiture tandis que le soleil se levait lentement. Étienne déversa tout, la colère contre moi pour être parti, la trahison de Valérie, la confusion sur sa place au monde. Je sais plus qui je suis, admit-il d'une voix petite. Suis-je ton fils? Celui de Derek? J'ai l'impression d'appartenir nulle part. Mon cœur se serra. Écoute-moi, Étienne, dis-je fermement. La biologie fait pas un père. L'amour, si. Et je t'ai aimé chaque jour depuis ta naissance. Ça changera jamais. En le ramenant, je sentis un shift en moi. La colère et l'amertume qui me consumaient s'estompèrent, remplacées par une détermination farouche. Je ne pouvais changer le passé, mais je pouvais choisir l'avenir. Il était temps d'arrêter de combattre pour vengeance et de combattre pour mes enfants.
Les semaines suivantes furent un tourbillon. Au travail, je me plongeais dans la correction des failles de sécurité du projet Tech, désespéré de prouver à Victoria que j'étais encore un atout. Les nuits blanches et week-ends se fondirent tandis que je scrutais du code, cherchant le bug insaisissable qui avait failli tout faire capoter. Elena appelait presque quotidiennement avec des updates sur la date du tribunal, sa voix de plus en plus inquiète en détaillant les dernières manœuvres de Valérie. « Marc, je pense avoir un moyen de discréditer Valérie complètement, dit-elle un après-midi, excitée. Avec le témoignage de Derek et des records financiers que j'ai déterrés, on pourrait ruiner sa réputation au tribunal. Elle aurait zéro chance pour la garde. » J'hésitais, déchiré entre le désir de vindication et la conscience grandissante depuis ma conversation avec Étienne. « Et les gosses ?» demandai-je. « Comment ça les affecterait ?» Le silence d'Elena en dit long. Enfin, elle soupira. « Ce serait dur, je mens pas. Mais parfois, il faut jouer sale pour gagner. » Je la remerciai et raccrochai, plus conflictué que jamais. En me tournant vers mon ordinateur, un message de Damien apparut. Mon estomac chuta en lisant « Marc, désolé, j'ai dû rapporter la brèche de sécurité au RH. Je voulais pas, mais je risquais mon job. Comprends, s'il te plaît. » Je m'affalai dans ma chaise, sentant les murs se refermer. Mon plus vieil ami forcé de choisir entre loyauté et intégrité. Comment en était-on arrivé là? Juste alors, Victoria déboula dans mon bureau, le visage orageux. « Marc, j'ai besoin de cette correction maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. » « Où tu es viré du projet, compris. » J'acquiesçai, engourdi, la regardant sortir. Tout mon monde s'écroulait pièce par pièce. Cette nuit-là, en rentrant dans un état second, je me détournai vers l'ancienne maison. Je ne sais pas ce que je cherchais, closure, ou juste un besoin masochiste de me torturer avec ce que j'avais perdu. En passant lentement, un mouvement attira mon œil, Étienne sortait par la porte arrière, jetant des regards furtifs. Mon cœur s'emballa, me rappelant notre dernière rencontre nocturne. Sans réfléchir, je garai et suivis à pied. Il mena à un entrepôt abandonné en bord de ville, mon inquiétude croissant à chaque pas. En jetant un œil par une fenêtre sale, je vis un groupe d'ados plus âgés. L'un sortit un petit sac de poudre blanche, et mon sang se glaça. Chaque instinct hurlait d'appeler la police, de rester caché. Mais renvoyant Étienne avancer, la main tendue, je sus que je ne pouvais pas. Je burstai la porte, criant « Étienne !» Les autres s'éparpillèrent, laissant Étienne seul, choqué et effrayé. « Papa » murmura-t-il, la voix brisée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Pendant un long moment, on se fixa. Puis, quelque chose en Étienne se brisa. Il tomba à genoux, sanglotant, et je me précipitai pour le serrer. « Désolé » octa-t-il entre sanglots. « Tellement désolé, papa. Je savais pas quoi faire d'autre. Tout est si foutu. » Je le tins fort, mes larmes coulant tandis que je murmurais réconfort et amour. On resta ainsi des heures, jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent. En rentrant, Étienne s'ouvrit lentement sur tout ce qu'il traversait, la confusion d'être tiraillé entre moi et Derek, la colère contre Valérie pour ses mensonges, le poids écrasant de se sentir appartenir nulle part. « Je voulais juste sentir autre chose un moment » admit-il doucement. « Oubliez tout. » Mon cœur se serra. Je pensais à toutes les fois où je l'avais repoussé, trop pris dans ma douleur pour voir la sienne. « Écoute, Étienne, » dis-je en me garant pour le facing. « J'ai fait plein d'erreurs. J'ai laissé ma colère contre ta mère m'aveugler sur ce qui compte. Mais sache, tu es mon fils. La biologie change rien. Je t'ai aimé chaque jour depuis ta naissance, et je me battrai toujours pour toi. Compris. » Étienne hocha la tête, de nouvelles larmes coulant. En le serrant à nouveau, je sentis un shift en moi. L'amertume et la rage s'estompèrent, remplacées par une détermination farouche. Je ne pouvais changer le passé, mais je pouvais choisir l'avenir. Et à cet instant, je sus exactement quoi faire. Le lendemain matin, je marchais dans le bureau d'Elena, déterminé. « Je veux changer notre stratégie », annonçai-je. Plus de tactiques Scorchters. On se concentre sur ce qui est meilleur pour les gosses. Elena leva les yeux de son bureau, surprise. « T'es sûr? On a un cas solide pour démolir Valérie. » J'acquiesçai fermement. « Sûr. » J'étais si pris dans ma colère que j'ai perdu de vue ce qui compte. Étienne et Zoé ont besoin de stabilité, pas plus de drama.
On pousse pour une médiation au lieu d'un procès. En exposant mon nouveau plan, je vis les rouages tourner dans l'esprit d'Elena. Sceptique au début, elle hocha lentement la tête en entendant mes raisons. Ce sera pas facile, avertit-elle. Valérie acceptera pas sans se battre. Je sais, dis-je. Mais c'est la bonne chose pour nous tous. En sortant, un poids s'envola de mes épaules. Pour la première fois en moi, je sentais avancer dans la bonne direction. Au travail, je me plongeais dans la correction du projet tech avec une énergie renouvelée. La solution qui m'avait échappé devint claire, et je travaillais toute la nuit pour l'implémenter. Quand Victoria arriva le matin, j'attendais avec une présentation complète des protocoles de sécurité corrigés. Ses yeux s'écarquillèrent en la parcourant, expliquant comment on avait non seulement patché la vulnérabilité mais renforcé tout le système. Impressionné, Marc, dit-elle en finissant. C'est exceptionnel. Le soulagement m'envahit. Merci. Je sais que j'ai été distrait, mais je suis pleinement engagé dans ce projet et l'entreprise. Victoria m'étudia longuement, puis hocha la tête. Ok, tu mérites une seconde chance. Ne me fais pas regretter. En sortant, Damien passa la tête, hésitant. Eh, mon vieux, on peut parler? Je l'invitai, me préparant à une confrontation, mais il se lança dans des excuses. Désolé pour avoir rapporté la brèche, les mots dégringolants. J'ai haï le faire, mais je risquais mon job et... Je levai la main pour l'arrêter. C'est ok, Damien. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est moi qui devrais m'excuser, je t'ai mis dans une position impossible. Le soulagement inonda son visage. Alors, on est bon? Je me levai et le serrai. Bon, frangin. En le voyant partir, je sentis une autre pièce de ma vie se remettre en place. La route était longue et incertaine, mais pour la première fois en moi, une lueur d'espoir brillait. Ce soir-là, en revoyant les accords de garde dans mon appartement, mon téléphone bipa avec un message d'Étienne. Merci pour hier soir, papa. On peut reparler bientôt? Je souris, une chaleur se répandant dans ma poitrine. Quand tu veux, fiston, tapez-je. Je suis là. En posant le téléphone, je vis mon reflet dans la fenêtre, un homme fatigué, mais avec une détermination dans les yeux absente depuis longtemps. Je ne pouvais changer le passé, pensais-je, mais je pouvais façonner l'avenir pour moi et mes enfants. Avec un but renouvelé, je me remis au travail. Le chemin serait challenging, mais j'étais enfin prêt à l'affronter de front. Le matin de l'audience au tribunal se leva clair et frais, contrastant avec le tumulte en moi. En nouant ma cravate, je vis mon reflet, yeux fatigués, visage marqué par le stress et les nuits blanches, mais aussi une détermination tranquille absente depuis trop longtemps. J'arrivai tôt au palais de justice, arpentant les halls polis en attendant Elena. Mon esprit bouillonnait de doute, étais-je prêt à lâcher la colère qui m'avait soutenu si longtemps? Marc? La voix d'Elena coupa mes pensées. Elle semblait surprise de me voir si tôt. Ça va? Je respirai profondément. Prêt. Allons-y. En entrant dans la salle, je vis Valérie et son avocat murmurer furieusement. Les yeux de Valérie étaient rougis, son apparence impeccable légèrement défaite. Un instant, je sentis une satisfaction à sa détresse évidente, puis je pensai à Étienne et Zoé, et ça se transforma en cendres. Le juge appela l'ordre, et Elena se leva pour présenter notre cas. Mais avant qu'elle commence, je touchai son bras. Attends, dis-je doucement. Puis plus fort, votre honneur, puis-je m'adresser à la cour? Le juge parut surpris mais acquiesça. Je me levai, les jambes en coton, fascine la salle. Votre honneur, j'aimerais proposer une alternative. Au lieu de combattre au tribunal, je souhaite entrer en médiation avec Valérie, pour le bien de nos enfants. Un halèquement collectif traversa la pièce. La bouche de Valérie s'ouvrit en choc, son avocat murmura urgemment, mais elle le fit taire, ses yeux fixés sur moi. Monsieur Ollier, dit le juge, prudent, vous êtes sûr? Vous avez le droit de poursuivre comme prévu. J'acquiesçai fermement. Oui, votre honneur. Continuer ce combat blessera seulement ceux que j'aime le plus. Il est temps de prioriser mes enfants. Le juge m'étudia longuement, puis se tourna vers Valérie. Madame Ollier, vos pensées sur cette proposition? Valérie se leva lentement, la voix tremblante. Je pense que la médiation serait acceptable, votre honneur. Un sourire étira le visage du juge. Eh bien, c'est rafraîchissant.
Je vous félicite d'avoir mis les besoins de vos enfants en premier. J'ordonne une thérapie familiale dans le processus. On se revoit dans 30 jours pour revue. En sortant, un poids s'envola de mes épaules. Ce ne serait pas facile, mais pour la première fois en moi, je sentais avancer correctement. Le lendemain, j'arrivais tôt au travail, l'esprit bouillonnant d'idées pour corriger les failles de l'IA. J'avais passé la moitié de la nuit à coder, fueled par une énergie et clarté nouvelle. Les sourcils de Victoria se haussèrent en me voyant déjà au bureau. « Marc, je m'attendais pas à te voir si tôt après l'audience d'hier. » Je l'invitais. « J'ai quelque chose à te montrer, Victoria. » Je pense avoir résolu. L'heure suivante, je la guidais à travers les nouveaux protocoles, expliquant comment ils fixaient les vulnérabilités existantes et renforçaient tout contre les menaces futures. En finissant, Victoria s'adossa, un sourire lent se formant. Impressionné, Marc. C'est exceptionnel. Le soulagement m'envahit. Merci. J'ai été distrait, mais je suis pleinement engagé. Elle hocha la tête, pensive. Tu as gagné une seconde chance. Ne me fais pas regretter. En sortant, je vis Damien hésiter à la porte. Et, on peut parler? Je l'invitai, me préparant, mais il s'excusa. Désolé pour le rapport sur la brèche, dégringola-t-il. J'ai haï, mais mon job. Je l'arrêtai. Ok, Damien. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est moi qui m'excuse, je t'ai mis dans une position impossible. Soulagement sur son visage. On est bon? Je le serrai. Bon, frangin. En le voyant partir, je sentis une autre pièce se remettre. La route était longue, mais une lueur d'espoir brillait. Plus tard cette semaine, je me retrouvai face à Derek dans un petit café, la tension palpable, année de douleur planant comme un orage. Merci de me rencontrer, dit Derek, tapotant nerveusement sa tasse. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir. Je sirotai mon café, gagnant du temps. Je suis là pour Étienne et Zoé. Ils méritent nous deux dans leur vie, si compliqué soit-il. Derek hocha la tête, mélange de culpabilité et soulagement. Sache, Marc, que je n'ai jamais voulu ça. Valérie m'a dit, peu importe. J'aurais dû savoir, te parler. Une partie de moi voulait l'attaquer, lui faire sentir une fraction de ma douleur. Mais en regardant Derek, cet homme autrefois mon meilleur ami, maintenant père biologique de mes enfants, je sentis ma colère s'estomper. On peut pas changer le passé, dis-je lentement. Mais on peut faire mieux pour les gosses. Tu es prêt à travailler avec moi là-dessus? Les yeux de Derek s'illuminèrent. Absolument. Tout ce qu'il faut. On passa l'heure suivante à esquisser un plan tentatif pour l'implication de Derek. Ce ne serait pas facile, mais un pas en avant. En sortant du café, mon téléphone bipa avec un message d'Elena, on peut se voir. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Mon cœur bondit, ces mois-ci, j'attendais nos rencontres avec impatience, pas juste pour le légal. Il y avait quelque chose en Elena, son esprit vif, sa compassion, sa façon de savoir quoi dire qui m'attirait. On se rencontra dans un petit parc près de son bureau. Elena y était, arpentant nerveusement. En me voyant, elle inspira profondément. Marc, je dois te dire quelque chose, dit-elle, tremblante. J'ai développé des sentiments pour toi. Fort. Et je sais que c'est non professionnel, et si tu veux changer d'avocat, je comprends, mais je pouvais plus prétendre. Je la coupai, le cœur battant. Elena, arrête. Je ressens la même chose. Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'adoucirent. Vraiment? J'acquiesçai, m'approchant. Vraiment. Mais tu as raison, ce serait non pro tant que tu es mon avocate. Et on a tous les deux besoin de temps pour processer tout. Elena sourit, serrant ma main. Tu as raison. Mais peut-être une fois le divorce finalisé. J'aimerais ça, dis-je doucement. En nous séparant, une chaleur emplit ma poitrine, absente depuis longtemps. L'avenir semblait plus lumineux, plus plein de possibilités. La semaine suivante apporta notre première séance de thérapie familiale. Dans la salle d'attente, voyant Valérie lisser nerveusement sa jupe et Étienne bouder dans un coin, je me demandais si c'était une erreur. Comment dépasser la trahison? Mais en nous installant dans le bureau du thérapeute, quelque chose d'inattendu arriva. Lentement, altingli, on commença à parler, vraiment parler, comme pas depuis des années. Il y eut des larmes, des voix haussées,
des accusations amères et des confessions douloureuses. Mais aussi des moments de tendresse surprenante, de souvenirs partagés et d'espoir prudent. À la fin, on établit des règles pour le coparenting et une communication ouverte. Pas grand-chose, mais un début. En sortant, je croisai le regard de Zoé et vis une lueur de la fille pétillante qu'elle était. Pour la première fois en moi, je sentis qu'on pourrait retrouver un semblant de famille, une famille différente, mais une famille quand même. Les mois suivants furent un tourbillon de changements et d'ajustements. Valérie et moi apprîmes lentement, douloureusement, à naviguer notre nouvelle réalité comme coparents plutôt que conjoints. Ce ne fut pas facile, il y eut encore des moments de rancœur, des blessures anciennes qui ressurgissaient aux moments les plus inattendus. Mais pour Étienne et Zoé, on se força à dépasser la colère et à se concentrer sur l'essentiel. Je me plongeai dans la reconstruction de ma relation avec les enfants. Avec Étienne, ce fut une danse délicate, lui donner de l'espace tout en montrant que j'étais là, quoi qu'il arrive. Je commençai à assister à ses séances avec Monsieur Rodriguez, apprenant à le soutenir dans ses luttes contre l'addiction et la colère. Un après-midi, en sortant du cabinet, Étienne se tourna vers moi avec une vulnérabilité rare. « Papa, dit-il hésitant, tu penses que je pourrais rejoindre ce groupe de soutien dont Monsieur Rodriguez a parlé? Celui pour ados avec des problèmes familiaux ?» Mon cœur gonfla de fierté pour son courage. « Bien sûr, fiston. C'est une super idée. Je serai là pour te soutenir à chaque étape. » Avec Zoé, le chemin fut plus qu'aimer tout aussi profond. On commença des sorties père-fille régulières, visites au Louvre, randonnées dans la forêt de Fontainebleau, même une tentative hilarante mais désastreuse de faire des crêpes ensemble. Lentement, je vis sa carapace craquer, sa personnalité vibrante réapparaître. Un samedi, assis sur un banc surplombant la ville, Zoé posa sa tête sur mon épaule. « Ça m'a manqué, papa, dit-elle doucement. Tu m'as manqué. » Je l'entourai de mon bras, clignant des larmes. « Toi aussi, ma chérie. Plus que tu imagines. » Au printemps, Valérie et moi affrontâmes la tâche d'hunting de vendre la maison familiale. Ce fut bittersweet, trier des années de souvenirs, décider quoi garder, jeter ou diviser. Un après-midi, dans le grenier, Valérie trouva un vieil album photo. Elle s'arrêta, traçant la couverture, puis l'ouvrit. Dedans, des images de nos débuts, notre premier appartement à Montmartre, des virées en voiture avec des amis, des fêtes de Noël avec nos familles. On était si jeunes, murmura Valérie, regret dans la voix. Si plein d'espoir. Je m'assis près d'elle, émotion confuse. On a eu de bons moments, hein? Avant tout. Valérie hocha la tête, essuyant une larme. Marc, je sais que je l'ai dit, mais je suis vraiment désolé pour tout. Je voulais jamais te blesser comme ça. Je respirai profondément, surpris de trouver que la colère avait pâli en une douleur sourde. Je sais, Valérie. Je te crois. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé aussi de n'avoir pas été le mari dont tu avais besoin, de n'avoir pas vu ton malheur. On resta silencieux un moment, feuilletant l'album. Ce n'était pas encore le pardon, mais un premier pas vers une compréhension. Tandis qu'on préparait la maison pour la vente, Valérie et moi eûmes beaucoup de ces conversations, démêlant lentement les nœuds de notre histoire partagée. Ce ne fut pas facile, avec encore des tensions, mais progressivement, on forgea une nouvelle relation pas comme mari et femme, mais comme coparents unis par l'amour pour nos enfants. La vente marqua la fin d'une ère, mais le début d'un nouveau chapitre. Avec les procèdes, Valérie et moi achetâmes chacun une petite maison, donnant aux enfants la stabilité de 2 foyers accueillants. Au travail, mon focus renouvelé sur le projet y apporta ses fruits de façon inattendue. Les protocoles que j'avais développés attirèrent l'attention de grosses boîtes tech, menant à une flurrie de réunions et négociations. Un matin, Victoria m'appela dans son bureau, excitée. « Marc, grande nouvelle. Le board a approuvé une nouvelle division cybersécurité, et ils veulent que tu la diriges. » Je la fixai, incrédule. « Sérieux ?» Elle tendit la main. « Félicitations, directeur Ollier. Tu l'as mérité. » En serrant sa main, encore sous le choc, je m'émerveillais du changement en si peu de temps. Il y a des mois, j'étais au bord de tout perdre, maintenant, l'opportunité d'une vie. Ce soir-là, en partageant la nouvelle avec Elena autour d'un dîner, je sentis une gratitude pour sa présence stable. On prenait notre temps, conscient des récents bouleversements, mais jour après jour, je tombais plus profondément pour cette femme remarquable. « Je suis si fier de toi, Marc, dit Elena, serrant ma main. Tu as fait du chemin, je souris, entrelaçant nos doigts.
Pas sans toi, tu sais. Ses yeux s'adoucirent, un instant, je pensais qu'elle pleurerait. Au lieu, elle se pencha et m'embrassa doux, sucré, plein de promesses. Tandis que notre relation s'approfondissait, Elena devint une source inattendue de soutien pour Étienne et Zoé. Elle avait un don pour se connecter à eux, offrant une oreille et des conseils doux sans remplacer leur mère. Un soir, autour de la table à rire d'une histoire idiote de Zoé, je croisai le regard d'Elena et vis mon bonheur reflété. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée des années avant, mais belle à sa façon. À ma surprise, Valérie semblait trouver son propre chemin de guérison. Elle voyait une thérapeute, travaillant sur les issues qui l'avaient poussée à la faire. Ce n'était pas facile pour elle, affronter les conséquences et la douleur causée. Un jour, après avoir déposé les enfants chez moi, Valérie s'attarda à la porte, hésitante. Marc, je voulais m'excuser encore. Je sais que ça change rien, mais je suis vraiment désolé pour la douleur que j'ai causée à toi et aux gosses. J'étudiai son visage, voyant le remords sincère. Merci, Valérie. Ça compte beaucoup. Elle sourit faiblement. J'essaie pour eux, et pour moi aussi. En la regardant s'éloigner, une paix m'envahit. On ne saurait jamais ce qu'on avait été, mais peut-être pourrions-nous bâtir quelque chose de nouveau, un partenariat basé sur le respect mutuel et l'amour partagé pour nos enfants. 5 ans passèrent en un clin d'œil, apportant une cascade de changements grands et petits. Debout devant le miroir, ajustant ma cravate pour la remise de diplôme d'Étienne, je reconnus à peine l'homme me fixant. À 47 ans, la colère et l'amertume qui m'avaient consumé avaient disparu, remplacés par un contentement durement gagné, un équilibre pour lequel j'avais lutté bec et ongle. La division cybersécurité que je dirigeais était devenue l'une des plus respectées de l'industrie, nos innovations repoussant les limites de la protection numérique. Mais c'était ma vie perso qui avait vu la transformation la plus profonde. Ma relation avec Étienne et Zoé, maintenant 20 et 18 ans, s'était approfondie et maturée d'une façon inimaginable pendant les jours sombres de notre séparation initiale. Étienne avait éclos à l'université, se jetant dans ses études avec une passion qui me gonflait le cœur de fierté. L'ado en colère et confus qui avait frôlé l'addiction était maintenant un jeune homme confiant, les yeux brillants de but. Zoé aussi s'était épanouie, elle venait de finir le lycée et partait pour une école d'art à l'automne, son talent pour la peinture enfin libre de s'exprimer. La fille qui est renfermée d'alors avait été remplacée par une jeune femme vibrante, prompte au rire et farouchement protectrice de ses proches. En me rendant à la cérémonie, je m'émerveillais du chemin parcouru. Valérie s'était remariée quelques années avant à un homme gentil et stable qui semblait tirer le meilleur d'elle. Notre coparenting avait évolué en quelque chose d'inattendu, une vraie amitié basée sur le respect mutuel et l'amour partagé pour nos enfants. Même Derek, source de tant de douleur autrefois, avait trouvé sa place dans notre dynamique familiale atypique. Il était impliqué dans la vie des gosses, mais toujours respectueux de mon rôle comme père principal. L'auditorium était bondé, je pris place, saluant Valérie et son mari quelques rangs devant. Elena serra ma main, son ancrage réconfortant comme toujours. Quand le nom d'Étienne fut appelé et qu'il traversa la scène pour son diplôme, une boule se forma dans ma gorge. Mon garçon, mon fils en tout ce qui comptait. Après la cérémonie, on se rassembla dehors pour des photos. C'est alors qu'Étienne lâcha la bombe. Et, pour les photos de famille, je veux que papa soit ma figure paternelle, annonça-t-il, les yeux nerveux entre moi et Derek. Je me figeai, déchiré entre fierté et souci. Le visage de Derek s'assombrit, une douleur flashant avant qu'il ne se compose. T'es sûr, fiston, demandai-je doucement, conscient de la tension. Étienne hocha fermement. Papa, c'est toi qui as toujours été là, pour tout. C'est ce qui compte. Derek recula, la voix épaisse d'émotion. Ok, Étienne. Je comprends. Marc a été plus un père que je ne l'ai jamais été. Il le mérite. En posant pour les photos, le bras d'Étienne autour de mes épaules, je croisai le regard de Derek. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi un respect réticent. On avait fait du chemin depuis nos jours d'ennemis amers. Plus tard, au restaurant proche pour fêter avec la famille étendue, Zoé me tira à l'écart, sérieuse. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire, dit-elle, tripotant sa robe. Je sais pour l'histoire du père biologique depuis mes 15 ans. Mon sang se vida de mon visage. Quoi? Comment? Zoé inspira. J'ai trouvé de vieux mets sur l'ordi de maman. Mais papa, sache que ça a rien changé pour moi. Tu es mon père. Tu l'as toujours été.
Les larmes me piquèrent en la serrant fort. Oh, ma chérie. Je t'aime tant. En rejoignant le groupe, Étienne me fit signe vers un coin calme. On peut parler une sec, papa? Toi aussi, Zoé. Une fois seul, la confiance d'Étienne faiblit. On voulait te remercier, dit-il doucement. Pour être resté, pour t'être battu pour nous-mêmes quand ça aurait été plus facile de partir. Zoé hocha, les yeux brillants. Ouais, papa. On sait que c'était pas facile. Alors pourquoi? Pourquoi choisir de rester dans nos vies? Je respirai profondément, submergé par le moment. Atteignant ma poche de veste, je sortis 2 enveloppes préparées des années avant pour cette occasion. Lisez ça, dis-je en donnant une à chacun. Ce sont les résultats de tests ADN de quand j'ai découvert tout. Et une lettre dans chacune expliquant mon voyage depuis ce moment jusqu'à maintenant. Je les observais lire, voyant les émotions sur leur visage. Quand ils levèrent les yeux, en larmes. Oh, papa, murmura Zoé, me serrant. Étienne joignit l'étreinte, ses bras forts nous enveloppant. La biologie fait pas une famille, dis-je doucement, écho des mots dans leurs lettres. L'amour, si. Le choix, si. Et je vous ai choisis tous les deux, chaque jour. Je le ferai toujours. On resta ainsi un long moment, notre petite unité familiale complète et incassable. En nous séparant enfin, essuyant larmes et riant de notre émotion, une paix profonde m'envahit. En rejoignant le groupe plus large, je regardais autour de la table, Valérie souriante et détendue comme jamais pendant notre mariage, son nouveau mari causant aimablement avec Elena, Derek un peu réservé mais effortant pour être partie de ce rassemblement familial atypique, et au centre, Étienne et Zoé, leurs visages rayonnant de bonheur et de possibilités. À cet instant, je réalisais que la famille prenait bien des formes. Pas toujours nette, facile ou traditionnelle, mais avec amour, pardon et volonté de se choisir chaque jour, elle pouvait être belle et forte. En levant mon verre pour porter un toast à l'accomplissement d'Étienne, une gratitude profonde m'envahit. Le chemin avait été long et douloureux, plein de twists inattendus. Mais ici, entouré de ceux que j'aimais le plus, je savais que chaque étape en valait la peine. On avait traversé la tempête et émergé plus fort. Et quels que soient les défis futurs, on les affronterait ensemble en famille.